Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Prologue. Voici l'histoire d'Elric avant que de sa cousine ce seigneur ne devienne le meurtrier, avant que de Melniboné la chute ne soit. Voici l'histoire de sa rivalité avec son cousin Irkun et de son amour pour sa cousine Simoril, avant que cette rivalité et cet amour, Imrir, la cité qui rêve, aux pirates des jeunes royaumes et aux flammes ne livrent. L'histoire de deux funestes épées, Stormbringer et Mournblade. L'histoire de leur découverte et du rôle qu'elles jouèrent dans le destin d'Elric et de Melniboné. Un destin qui devait forger un destin plus grand encore, celui du monde. L'histoire du prince Elric, l'histoire de ce seigneur des dragons, de la flotte et du peuple presque humain qui domina le monde 10 000 années durant. C'est le récit tragique de Melniboné, l'île aux dragons. Le récit de grandes ambitions, de passions monstrueuses, le récit de sorcellerie, de trahison, le récit de nobles idéaux, de souffrances et de joies cyniques, le récit du tourment de l'amour et de la douceur de la haine. C'est le récit d'Elric de Melniboné, qu'Elric lui-même, très souvent, ne devait revoir que dans ses cauchemars. Chronique de l'épée noire. Livre 1. Dans l'empire de Melniboné règnent encore les rites ancestraux, bien que se soit éteinte, depuis 500 ans, la puissance de ce glorieux empire. À la croisée des routes des marchands, l'île vit aujourd'hui du commerce avec les jeunes royaumes. Ces rites ont-ils encore leur raison d'être? Peut-on s'y dérober sans courir à la ruine? Celui qui convoite le trône d'Elric prétend que non. Il prétend même qu'Elric entraînera Melniboné à sa ruine en refusant de se soumettre à tous les rites. Celui-ci en pratique un certain nombre cependant. Et voici que commence la longue tragédie qui, finalement, précipitera la chute de ce monde. Chapitre 1. Un roi mélancolique que sa cour s'évertue à divertir.
Un teint d'une pâleur mortelle, de longs cheveux d'une blancheur laiteuse qui tombent plus bas que les épaules, des yeux en amande, de tristes yeux couleur de rubis dans un beau et long visage. Deux fines mains de cette même blancheur cadavérique qui émergent des manches vagues d'une robe jaune pour reposer sur les bras d'un fauteuil en rubis massif. Les yeux pourpres sont inquiets. Parfois, une main se lève pour palper le aume léger qui recouvre les boucles blanches. Un aume fait d'un alliage verdâtre moulé dans l'attitude d'un dragon qui prend son envol. Cette main qui caresse distraitement la couronne impériale s'orne d'un anneau sur lequel est montée cette pierre rare d'Arctorios, dont le noyau, parfois, s'esquisse puis s'estompe, aussi insaisissable que la volute de fumée, aussi impétueux dans sa prison de pierre que le jeune albinos sur son trône de rubis. Le regard du roi parcourt la longue volée de l'escalier de quartz et se pose enfin sur le lieu des ébats de sa cour. Les danses y sont si gracieuses, les conversations si courtoises, qu'il pourrait se croire dans une cour de fantômes. Son esprit est la proie de problèmes infinis, et c'est cela même qui différencie le roi de la majorité de ses sujets, car ses sujets ne sont pas des êtres humains. Ses sujets, le peuple de Melniboné, l'île aux dragons, qui 10 000 années durant a gouverné le monde et s'est vu retirer ce privilège il y a moins de 500 ans. Ils sont intelligents et cruels, et pour eux, la moralité n'est rien de plus que le respect bienséant de traditions séculaires. Pour le jeune homme, ultime représentant des 428 empereurs sorciers de Melniboné, leurs propos sont non seulement présomptueux mais également insensés. Il est évident que l'île aux dragons a perdu de sa puissance, et que, dans un siècle ou deux, elle entrera dans un grave conflit avec les nouvelles nations qu'ils appellent, non sans quelque condescendance, les jeunes royaumes. Des pirates ont déjà attaqué, en vain, Imrir la Belle, Imrir, la cité qui rêve, la capitale de Melniboné, Melniboné, l'île aux dragons. Et pourtant, même les amis intimes de l'empereur refusent d'envisager la chute de Melniboné. Il leur déplaît que l'empereur en parle. Ils voient là des propos non seulement inconcevables mais aussi fort incongrus. L'empereur est donc le seul à être hanté par ses pensées. Il regrette que son père, Sadric 98, n'ait pas engendré plus d'héritiers, car il aurait alors pu léguer le trône de Rubis à un monarque plus compétent que lui. Depuis 1 an, Sadric n'est plus. À celui qui était venu ravir son âme, il avait souhaité la bienvenue dans un gai murmure. Presque toute sa vie durant, Sadric n'avait connu qu'une seule femme, son épouse, qui était morte en mettant au monde cet enfant de race pure qui devait être son fils unique. C'est une passion toute melnibonéenne, singulièrement différente des passions dont étaient capables ses parvenus, qui anima l'amour que Sadric vouait à son épouse. Une passion exclusive qui devait l'empêcher d'apprécier toute autre compagnie, même celle du fils qu'il avait tué en naissant, et qui était tout ce qui restait d'elle. Ce fils avait été nourri de chants runiques, de potions magiques et d'herbes rares. Il avait puisé une force artificielle dans l'art des rois sorciers de Melniboné. Il avait survécu et vit encore aujourd'hui par le seul secours de la sorcellerie, car il est de nature faible, et sans ces drogues, il serait à peine capable de se tenir debout toute une journée durant. Le seul privilège que cette faiblesse ait pu accorder au jeune empereur, ce sont de longues heures de lecture. Avant l'âge de 15 ans, il avait lu tous les livres de la bibliothèque de son père, et en avait même relu certains. Dans l'art de la sorcellerie, dont Sadric lui avait inculqué les premiers éléments, il surpassait maintenant ses ancêtres. Ceux-ci étaient, des générations durant, demeurés de cet art les maîtres incontestés. Il connaît parfaitement la géographie des terres qui s'étendent au-delà des rivages de Melniboné, sans avoir pourtant souvent parcouru ces régions du monde. S'il le voulait, il pourrait restaurer la puissance de l'île aux dragons et devenir le tyran invulnérable de son royaume et des jeunes royaumes. Mais ses nombreuses lectures lui ont aussi appris à se demander à quoi sert la puissance. Ces lectures l'ont ainsi amené à cette éthique, qu'aujourd'hui encore il comprend mal.
Aussi devint-il pour ses sujets une énigme, et pour certains même un danger. En effet, il ne pense pas et n'agit pas comme il considère qu'un vrai Melnibonéen, et qui plus est un empereur, devrait penser et agir. Son cousin Irkoun, par exemple, a souvent contesté le droit de l'empereur à gouverner le peuple de Melniboné. Cet érudit à la faible nature va nous mener à la ruine, dit-il une nuit à Divim Tvar, le seigneur des cavernes des dragons. Divim Tvar est l'un des rares amis de l'empereur à qui il avait rapporté les propos d'Irkoun. Si les ancêtres du jeune homme, pour punir un tel acte, avaient coutume de conduire le traître à la potence afin de jouir du spectacle d'un supplice raffiné, le jeune homme, lui, se contenta de qualifier cet incident de simple trahison banale. L'empereur doit jouer un jeu subtil, car Irkoun, qui s'obstine à penser que c'est lui qui devrait régner, est le frère de Simoril, une jeune femme que l'albinos considère comme sa plus grande amie, et qui sera un jour l'impératrice de Melniboné. En bas, sur la mosaïque de la cour, le prince Irkoun arbore ses plus belles soieries, ses plus belles fourrures et ses plus beaux bijoux. Il se fait le cavalier de nombreuses dames, dont chacune, soi-disant, a été sa maîtresse un jour. Les boucles de ses longs cheveux noirs brillants encadrent des traits sombres qui furent jadis d'une beauté saturnienne. Il a toujours cette même expression sardonique, cette même attitude arrogante. Sa lourde robe de brocart flotte autour de lui. Elle va heurter les autres danseurs avec une certaine violence, la violence du choc d'une arme, peut-être d'une armure. Le prince Irkoun est très respecté des courtisans. Rares sont ceux qui n'apprécient pas son arrogance, et cela se taise, car Irkoun est un grand sorcier. Son attitude est de celle que la cour aime chez un noble melnibonéen. C'est l'altitude qu'elle aimerait voir adoptée par son empereur. Et cela, l'empereur le sait. Il aimerait gagner la faveur de cette cour, qui l'honore de ses danses et de son esprit. Mais il ne peut se résoudre à prendre part à ce qu'il considère comme un rite ennuyeux et agaçant. En cela, il est peut-être plus dédaigneux qu'Irkoun, qui, lui, au moins, se plie aux conventions. Dans les galeries, la musique redouble d'effet et d'intensité à mesure que les esclaves, qui ont subi une opération chirurgicale puis un entraînement pour chanter une note unique mais parfaite, amplifient leurs efforts vocaux. Même le jeune empereur ne peut rester insensible à la mélodie lugubre de leur chant, qui a quelque chose de primitif. Comment expliquer que leur souffrance engendre une chose si belle? Se demande-t-il. La souffrance engendre-t-elle toujours la beauté? Est-ce là le secret du grand art des humains et des Melnibonéens? L'empereur Elric ferme les yeux. Un brouhaha s'élève dans le hall, en bas. Les portes se sont ouvertes, les courtisans ont interrompu leur danse, et ils font place en s'inclinant devant les soldats qui s'avancent. Leur uniforme a le bleu du ciel, leur aume de parade une forme extravagante, leur haste au large fer est ornée de rubans de bijoux. Ils escortent une jeune femme dont la robe bleue s'harmonise parfaitement avec la couleur de leur uniforme. 5 ou 6 bracelets de diamants, de saphir et d'or ceignent ses bras nus. Des colliers de diamants et de saphir ornent sa chevelure. À la différence de la plupart des dames de la cour, elle ne porte aucun maquillage sur les paupières et les joues. Cette jeune femme, c'est Simoril. Elric sourit. Les soldats sont sa garde personnelle. Comme le veut la tradition, il l'escorte lors de ses visites à la cour. Ils gravissent les marches qui conduisent au trône de rubis. Elric se lève lentement et tend ses mains. Simoril, je croyais que tu avais décidé de ne pas honorer la cour de ta présence ce soir. Elle lui rend son sourire. Mon empereur, j'ai finalement pensé qu'il me serait agréable de converser avec toi. Elric lui en est reconnaissant. Elle sait qu'il s'ennuie, et elle sait aussi qu'elle est l'une des rares personnes de Melniboné dont la conversation intéresse l'empereur. Si le protocole le permettait, il lui offrirait de prendre place sur le trône, mais il faut qu'elle s'assoie sur le haut des marches, à ses pieds. Je t'en prie, assis-toi, douce Simoril.
Il prend de nouveau place sur le trône et se penche vers Simoril. Elle le regarde dans les yeux avec une expression de tendresse amusée. Elle parle à voix basse. Son garde se retire pour aller rejoindre le garde d'Elric sur le côté des marches. Seul Elric entend désormais ce qu'elle lui dit. Viendrais-tu chevaucher demain avec moi dans la région sauvage de l'île, monseigneur? Hmm, j'ai quelques questions à régler. Mais cette idée lui plaît. Il y a des semaines qu'il n'a pas quitté la cité pour une chevauchée avec elle, leur escorte les suivant à distance respectueuse. Ces questions sont-elles si urgentes? Il hausse les épaules. Quelles questions sont urgentes à Melniboné? Après 10 000 ans, la plupart des problèmes peuvent être considérés avec un certain recul. Il sourit, d'un sourire qui est presque une grimace, la grimace d'un jeune élève qui complote de faire l'école buissonnière. D'accord. Nous partirons demain matin, à l'aube, avant que les autres soient levés. Lorsque nous aurons quitté Imrir, l'air sera vif et pur, le soleil chaud pour la saison, le ciel bleu et serein. Elric sourit. À quelle pratique secrète t'es-tu livré? Simoril baisse les yeux et trace un symbole sur le marbre. J'ai des amis parmi les élémentaires. Elric se penche pour toucher ses beaux cheveux. Irkun le sait-il? Non. Le prince Irkun a interdit à sa sœur de s'adonner aux choses de la magie. Le prince Irkun a des amis parmi les êtres surnaturels les plus mystérieux, et il sait combien il est dangereux de commercer avec eux. Il en a donc conclu que toute pratique de sorcellerie présente un danger équivalent. De plus, il abhorre la pensée que d'autres sont susceptibles de posséder une puissance comme la sienne. La puissance, c'est peut-être ce qu'il déteste le plus chez Elric. Espérons que Melniboné aura besoin de soleil demain, dit Elric. Simoril le regarde de façon singulière. Elle est avant tout une Melnibonéenne, et il ne lui viendrait pas à l'esprit que d'aucuns puissent réprouver ses pratiques occultes. Elle hausse ses jolies épaules et effleure la main de son seigneur. Cette faute, cette pénétration de la conscience, son objet dépasse mon humble entendement. Le mien aussi, il me faut l'avouer. Cette pénétration semble n'avoir aucun rôle pratique. Et pourtant, plus d'un ancêtre avait auguré de la mutation de notre terre. Une mutation spirituelle et physique. De toutes mes pensées, celles qui sont différentes des pensées melnibonéennes sont peut-être les prémices de cette mutation. La musique développe ses modulations. Les courtisans dansent toujours, bien que nombre de regards soient tournés vers le dais sous lequel conversent Elric et Simoril. Les suppositions vont bon train. Quand Elric couronnera-t-il Simoril impératrice? Elric renouera-t-il avec la tradition que Sadric avait rompue, selon laquelle il faut sacrifier 12 couples de jeunes mariés au Seigneur du Chaos afin de protéger le bonheur des souverains de Melniboné? C'est évidemment la rupture avec cette tradition qui a engendré la misère de Sadric, le malheur de son épouse et la naissance d'un fils malade, menaçant ainsi la continuité même de la monarchie. Elric doit renouer avec cette tradition. Il doit redouter que le malheur qui a frappé son père ne frappe de nouveau. Mais certains disent qu'Elric ne la respectera pas, cette tradition, et que par là même, il met en danger non seulement sa propre existence, mais celle de Melniboné, et tout ce que ce nom représente. Ceux qui tiennent ces propos, on les voit souvent en compagnie du prince Irkun qui danse, là-bas, sans prêter attention, semble-t-il, aux gens qui chuchotent autour de lui, ni à sa sœur, qui converse tranquillement avec le détenteur du trône de rubis. Ce cousin qui, oubliant sa dignité, est assis au bord du trône, n'arbore même pas cette fierté féroce et humaine qui par le passé faisait toute la gloire des empereurs de Melniboné, et converse joyeusement, oubliant que c'est pour le divertir que la cour est censée exécuter toutes ses danses. Et, soudain, le prince Irkun interrompt une pirouette et lève les yeux, des yeux sombres vers l'empereur. Dans un coin du hall,
Divim Tvar fronce les sourcils, mis en alerte par le geste théâtral, certes prémédité d'Irkoun. Il porte déjà la main à son côté, mais on ne porte pas l'épée au bal de la cour. Divim Tvar observe avec circonspection le prince Irkoun, qui gravit maintenant les marches du trône de rubis. Nombreux aussi sont les courtisans qui regardent le cousin de l'empereur. Presque plus personne ne danse, bien que la musique s'amplifie et que les maîtres forcent leurs esclaves à redoubler d'efforts. Elric lève les yeux vers Irkoun, qui se tient une marche plus bas que Simoril. Irkoun fait une révérence qui se veut insolente. « Je présente mes hommages à l'empereur, dit-il.